Salut à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de .ai. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné d'épisode, je m'en excuse. Aujourd'hui, on va parler de productivité. Bon, alors si j'avais été un peu plus productif, j'aurais sûrement pu sortir un épisode un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, productivité parce que c'est un sujet où je me suis beaucoup renseigné ces derniers temps. On a, je dirais, une grande traversée potentiellement du désert quand on est fondateur d'une boîte en early stage. On se dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quel est l'investissement de temps que je peux faire qui va au final maximiser le retour. On a des to-do lists qui sont longues comme le bras et on ne sait pas trop par où le prendre. Donc voilà, donc je me suis dit aujourd'hui je vais essayer de partager les trucs qui ont marché pour moi en termes de productivité, où je me sens à l'aise voilà, dans le quotidien d'avoir implémenté ça. Et puis essayer de réfléchir un tout petit peu à qu'est-ce qui reste à améliorer. Je vais l'organiser. Au début, je vais parler de tout ce qui est l'organisation des tâches, des distractions, du mindset, du fait de bien s'entourer, d'avoir des objectifs réalisables. Et puis après, parler un peu plus des objectifs perso. Donc pour tout ce qui est des tâches, en gros de la to-do list pro, quand on essaye de monter une boîte en particulier, mais ça peut être assez réplicable quand on fait des études, une thèse ou des choses comme ça. J'ai un des points très importants, c'est d'établir des plans, mais des plans réalistes. C'est-à-dire que très tôt, nous par exemple avec Biped, on a établi des plans très longs, où on se donnait plus d'un an de roadmap produit ou de choses comme ça. Le fait est que quand il y a un tel niveau d'incertitude au départ, casser des objectifs au final d'un an en sous-tâches, c'est vachement dur. Il y a trop d'incertitudes sur ce qu'on fera dans 10 ou 11 mois. Et donc du coup, moi j'ai trouvé que 3 mois, ça marchait assez bien, parce que si vous faites des sprints par exemple en dev, ça va correspondre à si vous faites des sprints de 2 semaines, bah, vous serez globalement sur 6 sprints et vous aurez une meilleure visibilité sur là où vous voulez être dans 3 mois. Donc nous, on est parti sur des plans de 3 mois, donc on sait à peu près à quoi ressemblera. Bien sûr, on a une liste de trucs où on veut que le produit avance en tant que tel. Donc ça, c'est pour les tâches tech. Mais ça, on les met pas sur la roadmap tant qu'on n'a pas d'indication claire des clients qui veulent qu'on avance sur ces tâches-là. Et puis après, on a les tâches plus orientées business développement, où là, pareil, on va prioriser ce qui, on pense, aura le plus gros impact sur le chiffre d'affaires et laisser en backlog les trucs où on a un peu moins d'idées de est-ce que ça aura vraiment un impact ou pas, ou ce qu'on appelle les nice to have au final, qui sont pas des trucs à prioriser forcément maintenant. Une fois qu'on a ce plan à 3 mois, on va les répartir en projets, et ces projets, du coup, ils auront un certain nombre de sous-tâches à l'intérieur, et puis comme ça, on pourra communiquer sur l'avancement de ces projets, même aussi à l'interne dans les équipes. Comme ça, on voit que si on a fait 5 tâches sur 10, par exemple, dans ce projet, on a un certain taux de progression sur le projet, et c'est toujours bien pour une équipe, je trouve, d'avoir un sous-ensemble de projets sur lequel ils voient qu'il y a un progrès qui est en train d'être fait. Pour la dynamique d'équipe, je trouve ça hyper cool, et c'est vrai que quand on avançait juste avec des listes de tâches à 3 mois, globalement, pas grand monde avait la vision d'où on amenait le produit, mais à partir du moment où on a tout ramené sous forme de projet, je trouve que ça marchait hyper bien. Pour les tâches tech, on a commencé, nous, à utiliser une appli qui s'appelle Linear. Il y en a pas mal qui font des trucs comme ça. L'idée principale, c'est qu'on a des sprints où on va pouvoir organiser du coup du développement, les fonctionnalités qu'on va vouloir rajouter, les bugs ou les améliorations produits. On peut créer du coup au sein de sprints, c'est des phases de travail de 2 semaines à peu près. Nous, on fait une release tous les 2 sprints. Ça veut dire une mise à jour qui va faire face au client tous les 2 sprints, donc en gros une fois par mois. Donc on a un sprint qui est vraiment qui vise vraiment le développement de nouvelles fonctionnalités, et un sprint qui vise leur intégration. Grosso modo, bien sûr, il y a des trucs qui prennent beaucoup plus de temps que ça à être intégrés, mais avec l'idée qu'il y ait toujours une fonctionnalité additionnelle qui vienne, voilà, que le client puisse tester à la fin, pour qu'il y ait aussi une perception d'un cycle d'évolution continue.
Et ça, ce qui est cool, c'est que même si on a une notion de productivité à l'interne, à l'externe, le fait d'avoir toujours cette priorisation de au moins une fonctionnalité nouvelle que les gens peuvent tester, ils ont toujours l'impression qu'il y a une nouveauté qui arrive et ils sentent aussi à l'extérieur qu'on a une équipe productive. Donc ça, c'est un truc que je conseille vraiment. Et puis après, sur tout ce qui va être... Donc ça, c'est avec Linear, avec les tâches. On fait une petite estimation rapide du temps que devrait prendre chaque tâche. Comme ça, on a juste une idée de est-ce que c'est réaliste de se dire qu'un tel va faire ça et ça dans la semaine. Parce que des fois, ils vont louper le coche de 20 ou 30% par exemple de tâches qui vont manquer. Mais voilà. Et puis après, pour toutes les tâches qui sont plus business développement, j'ai commencé à utiliser des applications comme Ami ou comme Motion. Donc c'est A-M-I-E ou Motion, M-O-T-I-O-N. Et l'avantage principal de ces tâches-là, de ces gestionnaires de to-do, c'est qu'en fait, ça a deux fonctionnalités clés. C'est une to-do avec un calendrier. Et en gros, on peut prendre la to-do et faire un drag and drop dans son calendrier. Et ça crée un bloqueur simplement dans le calendrier. L'avantage principal de ce truc-là, c'est que du coup, on n'a pas... en gros, le fait de planifier sa journée, moi j'arrive le matin au bureau, je prends toutes mes to-do, je les drag and drop, et ça, c'est mes objectifs de la journée. Ça me permet d'apprendre est-ce que j'arrive à faire mes objectifs ou pas, d'avoir une vue sur ce que j'ai fait en fin de journée, et puis d'avoir la capacité potentiellement à bouger mes to-do quand je me rends compte qu'il y a un imprévu ou autre, de mieux estimer combien de temps je mets à faire telle ou telle tâche, parce que des fois je vais mettre un créneau de 3 heures, mais en fait ça va m'en prendre une, des fois je vais mettre un créneau d'1 heure et des fois ça va m'en prendre 3. Donc voilà, et ça vient hyper bien s'intégrer avec des créneaux fixes, par exemple quand il y a des sujets de fond sur lesquels je veux avancer. Si je veux progresser en SEO, si je veux progresser en régulation dispositif médical ou des trucs comme ça, je me mets des bloqueurs dans mon calendrier, soit tous les jours, soit une fois par semaine selon l'urgence du projet. Et puis autour de ça, du coup, je viens régler simplement mes plus petites tâches. Donc ça, j'ai trouvé que c'était des systèmes qui marchaient bien. Et en fin de journée, globalement, nous, dans toute l'équipe, tout le monde envoie un résumé de ce qu'il a fait en 4 bullet points globalement max, donc pas un truc long. Et le lendemain matin, on présente, donc ça on fait sur Slack, et puis le lendemain matin, on présente dans un daily stand-up simplement, une réunion de 15 minutes max. Chacun présente l'avancement dans la perspective des projets dans lesquels il est impliqué. Comme ça, toute l'équipe a une vue de l'avancée de ces projets-là. Nous, c'est un truc qui marche bien parce qu'on est aussi une petite équipe, on est 6. Mais c'est clair que sur des plus grosses équipes, ça ne sera pas forcément les mêmes conseils. Le daily stand-up, il ne tient plus. Mais dans ces cas-là, on peut simplement faire que les responsables de certains projets présentent les avancées principales. Mais voilà, nous, c'est un truc qui marche assez bien et où on a vraiment senti un boost de productivité dans l'équipe, aussi bien dans les tâches tech que dans les tâches perso. Donc ça, je trouve ça cool. Ensuite, donc ça, c'était... Premier aspect, c'était la gestion et l'organisation des tâches pro. Deuxième, ça va être un aspect de limitation des distractions. Ça, c'est toujours un truc avec lequel je me bats, mais globalement, j'ai identifié 4 trucs principaux qui, moi, m'aident vraiment à limiter les distractions, parce que des fois, on peut être vraiment dans sa zone et puis on est dérangé direct. Je mets tout en mode ne pas déranger quand je fais un truc important. Comme ça, j'ai aucune notif qui arrive. Et vu que la plupart du temps, je bosse dans le bureau, s'il y a un truc vraiment urgent, quelqu'un me tape sur l'épaule et voilà. Ça permet du coup de mettre le téléphone de côté et de ne pas avoir les notifs qui sautent. Trouver un endroit où on aime bien bosser. Typiquement, je me suis créé un setup qui est très cool au bureau et quand j'ai envie de bosser, même des fois le week-end, je viens au bureau parce que c'est un endroit où je me sens bien et puis voilà, il y en a, ça va être dans des cafés, dans des choses comme ça. Mettre ce que je suis en train de faire, je le mets toujours en plein écran. C'est vraiment un type tout bête, mais du coup j'enlève aussi par exemple la barre de navigation sur le côté, sur le navigateur web. Comme ça, c'est beaucoup plus dur d'aller sur le côté ou de cliquer sur afficher globalement la barre de navigation pour pouvoir accéder à un réseau social ou autre. Ça, je trouve ça cool de travailler en mode plein écran. Et puis après, c'est simplement sur la musique. Moi, j'aime bien bosser avec de la musique. Il y a pas mal de trucs de focus musique et de choses comme ça qui permettent
d'entretenir un peu une petite bulle de concentration. Mais après, ça peut être ce que vous voulez. Mais ne serait-ce que avoir un moyen de s'isoler du bruit environnant. Et ça, franchement, les casques noise cancelling, ça marche tellement bien. Ça c'est vraiment gros plus, grosse recommandation de se trouver un petit casque qui annule les bruits environnants. Ça marche hyper bien. Moi j'ai un Bose Quiet Comfort, les Bose QC là. C'est vraiment top. En termes de musique, je sais que j'ai testé sur des périodes, mais je trouve ça assez cher. J'ai testé sur des périodes des services comme Handle ou Brain FM ou des choses comme ça. Donc c'est de la génération de musique de concentration. Donc c'est musique sans parole qui sont là pour avoir des cycles un peu répétitifs sur les périodes où on doit vraiment se concentrer, et puis des trucs un peu plus légers, un peu plus variés sur les périodes où vous devez vous reposer un peu plus. Et puis ils font ça selon, en théorie optimisé, selon quelques inputs de neurosciences. Donc voilà, bon ça je sais pas à tester pour chacun, mais je crois qu'ils vendent ça presque 60 balles par mois. Donc c'est un outil de productivité B2B comme ils le positionnent. Donc voilà, donc deuxième point, apprendre à limiter les distractions. Troisième point, pour moi qui change clairement le scope de la journée le matin, c'est être dans un bon état d'esprit. Et pour moi ça va passer par deux trucs. Le premier, c'est d'arriver à faire une séance de sport le matin. Donc je vais à la salle de sport généralement à 7h30 le matin. À 8h30 je finis, et puis 8h50, un truc comme ça, je suis au bureau prêt à attaquer pour le tout premier meeting qu'on a qui est à 9h. Et voilà, et mettre ça en place, ça évite tellement ces boucles où on est frustré, on arrive dans un mindset où on a l'impression qu'il faut juste qu'on fasse des tâches et des choses comme ça. On arrive avec plus de créativité, on arrive avec l'impression d'avoir déjà fait quelque chose dans la journée. Je sais que c'est un conseil ultra basique, mais si vous arrivez à caser une séance de sport le matin, je trouve que c'est le moment génial, parce que le soir, on a toujours l'impression, c'est toujours le premier truc qu'on va faire sauter quand on a fini un peu tard, que la journée a été un peu dure ou autre. Le midi, on a toujours l'impression de rusher entre globalement la matinée et puis l'après-midi, de ne pas avoir le temps de faire totalement sa séance, on ne mange pas avec les collègues et tout. Donc ça, je me suis dit que le matin, c'était vraiment le créneau parfait pour ça, et je sens vraiment des bons effets à ce niveau-là. Et puis le deuxième aspect, c'était d'arriver à changer d'endroit de temps en temps. Donc moi je sais par exemple que j'adore bosser dans des cafés, et donc de temps en temps, alors j'ai la chance de voyager pas mal avec Biped, donc ça c'est de toute façon quelque chose dont je bénéficie, je dirais presque par défaut, 2-3 fois par mois, de pouvoir bosser d'ailleurs. Mais ça peut être saoulant au global de bosser tout le temps au même endroit, sur la même chaise et autres. Et donc du coup, travailler à la maison, si on y arrive, ça peut être cool. Moi, je sais que j'ai plus de mal. Mais après, trouver des endroits globalement où on se sent bien, on a un bon boost de productivité. Et ça peut être ne serait-ce que partir un week-end de 3 jours. Le vendredi, on bosse depuis un appart au ski ou un truc comme ça. Et en fait, ça donne plein d'idées. On ne travaille pas exactement sur les mêmes trucs, mais il y a une stimulation de créativité qui est ultra importante, je trouve. Donc voilà, donc le mindset avec la variation des endroits et puis le sport le matin, qui pour moi marche hyper bien. Un point en plus qui a changé beaucoup de choses de mon côté, c'est d'apprendre à bien s'entourer. Alors je sais que ça paraît ultra bateau, mais la capacité dans des boîtes en early stage à bosser sur un truc qu'on pense essentiel, et en fait c'est de la daube et ça sert pas à grand chose, parce que quelqu'un qui a de l'expérience aurait pu nous conseiller 100 fois et on aurait pu aller beaucoup plus vite. Faut vraiment pas sous-estimer l'impact de l'expérience sur ce genre d'éléments. Donc en gros, pour moi ça a été apprendre à m'entourer globalement avec des mentors sur différents aspects, les aspects de commercialisation, les aspects tech aussi, des chercheurs qui aident l'équipe computer vision, des choses comme ça. Et en fait, avoir juste une série de gens qu'on peut appeler et qui nous aident à trouver des réponses à des trucs qui nous paraissent insurmontables autrement, simplement parce qu'ils l'ont déjà fait dans des boîtes. Donc ça peut être des personnes qui ont fait
qui ont scalé du hardware dans un marché niche. Ça peut être des personnes qui ont fait de la computer vision et qui ont revendu leur boîte. Ça peut être des chercheurs en intelligence artificielle dans un labo. Et ça, c'est le type de mentor qu'on a autour de la boîte et où j'ai un peu poussé aussi pour que ce ne soit pas seulement moi qui ai accès à ça, mais ce soit toute l'équipe. Donc là, par exemple, si en computer vision, ils ont des questions, ils peuvent contacter un institut de recherche où on a établi des bons contacts avec les chercheurs à l'intérieur. Et ça, c'est ultra pertinent parce que des fois, ils s'apprêtent à faire une implémentation, ils vérifient, ah bah tiens, en fait, il y a telle librairie qui existe, ou ça et ça, c'est théoriquement pas possible, donc en fait, on va pas le tenter parce qu'il y a pas d'intérêt à perdre de temps là-dessus. Et ça permet vraiment de gagner du temps sur savoir sur quoi on va bosser. Ça permet d'éviter de brasser du vent globalement. Et surtout, ça permet toujours d'avoir une espèce de vue de ce sur quoi on est en train de bosser, mais prendre un peu de recul globalement. Parce que si, par exemple, on s'est trouvé un mentor commun avec mon cofondateur et on l'utilise un peu comme ce qu'on appelle comme session de thérapie en tant que telle à l'interne. Mais c'est juste la capacité à pouvoir se dire est-ce qu'on est en train d'avancer dans le bon sens et est-ce qu'on est en train d'avancer dans le même sens ? C'est-à-dire, est-ce que sur l'aspect business développement et sur l'aspect tech, on est aligné ou autre ? Et le simple fait de pouvoir prendre du recul de temps en temps et d'avoir une personne au milieu qui est juste bonne, globalement très bonne pour arriver à générer ce genre de discussion, c'est quelqu'un qui est très bon en strat, est-ce que ça, c'est au final quelque chose de... Voilà, ça en fait, pour nous, ça nous permet vraiment de prendre du recul, d'éliminer un peu des trucs sur lesquels on était en train de bosser, puis on se rend compte que c'était pas hyper utile, ou au contraire de remettre une priorité sur tel ou tel truc parce qu'on se rend compte qu'on n'avançait pas totalement dans le même sens. Donc voilà, l'aspect mentoring est, je trouve, ultra important. L'aspect aussi, pour moi, qui a changé, c'était l'aspect des objectifs réalisables. Et objectif réalisable, ça va surtout dans le scope des limites que vous connaissez. Donc, connaître ces limites, arriver à identifier quelle est la charge de travail que vous arrivez à encaisser, parce que sinon, mentalement, ça devient ultra dur d'être toujours en retard par rapport à ce qu'on veut faire. Je trouve que l'aspect de mettre les tâches dans le calendrier, c'est un super moyen de commencer vraiment à traquer ce genre de trucs-là au quotidien. Mais clairement, il y a des semaines où vous allez avoir une productivité globalement zéro. Il y a des semaines où vous allez être en feu et puis arriver à faire plein de trucs. Mais il s'agit d'arriver à gérer avec ces cycles-là, d'arriver à gérer dans ce que vous pouvez considérer comme une charge de travail acceptable. Et puis de trouver son équilibre là-dedans. Je suis quasiment persuadé que au final, la capacité de travail, c'est quelque chose qui s'entraîne. J'ai beaucoup bossé sur la deuxième partie de mes études, donc plus en master en Suisse et puis après en France. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup gardé. Et donc, du coup, j'aime bosser beaucoup, commencer tôt, finir tard, renchaîner les week-ends. Mais je sais aussi qu'il y a des périodes où j'ai besoin vraiment d'une coupure, pas longue, mais j'ai besoin d'une coupure, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de restimuler de la productivité, de la créativité ailleurs. Et puis voilà, et ça fait partie des apprentissages que j'ai eus. Et quand je suis sorti de thèse, par exemple, c'était une période où j'avais bossé sur des horaires, je dirais, un peu plus réguliers, et je me suis relancé dans ma boîte, et j'ai eu beaucoup plus de mal à refoutre le même volume horaire que j'avais pendant mes études. Voilà, simplement parce que j'étais moins entraîné. J'avais fait toute une période où j'étais à 40-45 heures par semaine en moyenne. Et puis en fait, là, repartir sur des gros volumes horaires où j'arrivais vraiment à bosser beaucoup, ça, j'ai mis plus de temps à le faire. Et puis voilà. Et puis après, il s'agit aussi d'arriver à voir qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités de travail avec ses cofondateurs, avec les employés, forcément, parce que les employés ont un contrat aussi qui définit le temps qu'ils investissent dans la boîte, avec une certaine flexibilité autour. Mais voilà, donc trouver le truc avec lequel on est à l'aise soi-même. Si on veut augmenter les charges de travail ou la capacité à travailler, le faire progressivement, essayer de se pousser un peu plus, aller rajouter une tâche par exemple le soir
ou essayer de voir si le samedi matin, je prends à chaque fois des exemples, par exemple si on n'a pas d'enfant ou de choses comme ça, hein, mais aller voir si le samedi matin, on peut aller rajouter 2-3 trucs un peu en backlog, parce que moi j'ai un peu ce sentiment quand je m'y mets le samedi ou le dimanche, que je suis en train de gagner un avantage concurrentiel parce que je m'y mets là où les autres boîtes sont fermées, avancent pas, blablabla. Et c'est des moments assez paisibles, et je trouve qu'en tant que fondateur, très souvent on doit... Ouais, ça permet globalement de se sentir à l'aise et d'avoir l'impression d'anticiper un peu sa semaine. Et moi, je me sens vachement plus à l'aise quand j'arrive le lundi matin et que j'ai bossé un peu le week-end et que j'ai préparé tous les trucs, que j'ai enlevé déjà les tâches qui m'emmerdaient clairement. Et puis que le lundi matin, j'arrive et que c'est pleine balle et que j'ai pas les tâches que je veux absolument pas faire qui traînent encore. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les trucs principaux qui ont changé. Si je résume, apprendre à organiser ses tâches pro avec des plans à 3 mois, des outils comme Linear, comme Ami, comme Motion avec des créneaux fixes dans les calendriers aussi. Limiter les distractions avec les bons endroits où on aime bosser, le mode ne pas déranger, le navigateur en plein écran, noise cancelling pour les écouteurs, être dans un bon mindset avec le sport le matin, changer d'endroit de temps en temps quand on le veut, bien s'entourer avec des mentors pour savoir ce sur quoi bosser, éviter de perdre du temps, et ça c'est valable pour toute l'équipe, et des objectifs réalisables, connaître ses limites et au fur et à mesure aller chercher à les dépasser. Un dernier truc que je voulais mentionner sur cet épisode, et moi c'est un truc que j'avais pas pensé à le faire avant, et puis j'ai vu un gars sur LinkedIn qui a fait ça, et puis je me suis dit c'est tout bête, mais je comprends pas pourquoi du coup plus de monde ne fait pas ça. C'est écrire ses objectifs perso sur l'année. Et ça n'a pas besoin d'être aussi structuré, mais le simple fait d'avoir pris le temps dans une note sur son iPhone ou autre d'écrire ses objectifs perso sur l'année, que ce soit dans le sport, que ce soit financier, que ce soit en termes de voyage, en termes de, je sais pas, de poids, de nutrition, de skills qu'on cherche à apprendre ou de tout ça, et ben en fait je trouve ça incroyable. En fait le simple fait de l'avoir écrit, moi ça me permet d'aller dans cette note d'iPhone de temps en temps et de simplement chercher un des trucs où je m'étais dit tiens, quelle personne j'aimerais être dans un an, et j'ai fait ça début 2023. Et j'étais genre, tiens, j'aimerais me mettre au triathlon, j'aimerais faire 2 triathlons, j'aimerais apprendre plus sur l'alimentation, faire un bilan de santé complet, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et en fait, le simple fait d'avoir écrit ça a fait que quand j'ai dû prendre des rendez-vous pour aller faire des bilans de santé, je me suis dit, tiens, j'avais tel truc que j'avais en backlog, que j'avais absolument envie d'apprendre, mettre un créneau dans mon calendrier pour apprendre ce truc-là, où j'avais une gêne sur le genou, tiens, je vais absolument aller chez le médecin pour ça, parce que j'ai pas envie d'avoir cette gêne encore sur la fin d'année. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié faire. Je pense que l'étape qui va me manquer là, ça serait de dériver encore plus de points d'action par rapport à ces objectifs, et donc finir par intégrer ça dans la to-do globale aussi. Après, bien sûr, on peut pas... c'est vraiment dans cette idée de... Je sais que il faut que le calendrier reste à peu près cohérent et autres, mais voilà, moi, il y avait plein de rendez-vous médicaux où je repoussais, et puis je me suis dit, maintenant que je l'ai écrit, prends ces rendez-vous et puis vas-y. Et ça, je trouve que voilà, le fait d'écrire ses objectifs perso, c'est un super objectif à faire. La fin d'année arrive. Je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire. Ça peut être des économies qu'on veut faire, ça peut être un investissement qu'on veut faire, ça peut être une langue qu'on veut apprendre. Mais une fois que c'est écrit, pareil, ça peut rentrer dans la même logique que ce dont je parlais au tout début. On peut avoir des tâches, des objectifs réalisables intermédiaires et mettre simplement ces to-do dans un calendrier et essayer de les faire. C'est moins grave si on n'y arrive pas, mais je trouve que au même titre qu'on veut faire avancer sa boîte, avancer sur un plan personnel, c'est ultra important. Et puis voilà. Et pareil, là, apprendre à mettre des objectifs réalisables, à le casser sous forme de projet quand ça fait partie d'un projet plus important, et puis voilà. Donc ça, c'était un peu
voilà, mes recommandations en termes de productivité, enfin, j'appellerais pas ça des recommandations. Les trucs qui ont plutôt bien marché pour moi et où en tout cas je me sens à l'aise avec au global, et puis aussi bien sur les aspects pro que perso. J'espère que vous avez retiré un peu de valeur de cet épisode. Si vous implémentez quelques trucs ou si vous faites des choses déjà de votre côté ou des choses différemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en réaction au podcast, à m'envoyer sinon un mail sur hello@mael.ai. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère faire le prochain épisode un peu plus rapidement. Ciao.